Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le travail d'un de mes thésards qui a soutenu récemment. Je profite de ce moment aussi pour vous expliquer comment fonctionne la recherche en France. C'est peut-être quelque chose pour lequel vous n'êtes pas familier et qui pourtant vous environne, notamment parce que vos enseignants à l'école sont le plus souvent des enseignants-chercheurs. Alors, comment est structurée la recherche en France? De manière très schématisée, on a deux types de financement. On a des financements récurrents, qui sont notamment les salaires de tous les chercheurs ou les enseignants-chercheurs. Alors, ces enseignants-chercheurs, ce sont des gens qui ont une double mission, comme moi. On transmet les avancées de la recherche à des étudiants dans des universités, des IUT, des écoles d'ingénieurs. Et par ailleurs, on fait de la recherche dans des laboratoires. Donc nous, on fait deux métiers finalement. Il y a aussi des gens qui sont des chercheurs purs et qui sont employés par le CNRS ou par des organismes plus spécialisés comme l'INSERM pour tout ce qui va être lié à la médecine ou l'INRA pour l'agronomie. Donc les salaires de ces chercheurs et de ces enseignants-chercheurs, ils sont assurés. Nous sommes des fonctionnaires et quoi que l'on choisisse d'investiguer, on sera payé. C'est-à-dire que demain, je peux changer de thématique de recherche et décider de m'intéresser aux techniques de fabrication des nids des goélands. Voilà. Et j'aurai toujours mon salaire et je pourrai, sur mon temps de recherche, creuser cette question. L'État, il souhaite quand même avoir un petit levier sur comment la recherche avance en France. Et pour orienter les thèmes de recherche, il va proposer des financements sur projet. Ces financements sur projet, ils sont notamment gérés par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et ça fonctionne par appel régulier, tous les ans, tous les 6 mois. Il y a des grandes thématiques qui sont décidées au niveau national et sur lesquelles des chercheurs peuvent candidater seuls, en groupe de chercheurs ou en consortium qui vont allier des académiques et des industriels. Le projet dans lequel s'inscrit la thèse que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un projet ANR, qui est un projet collaboratif entre un organisme de recherche, le LS2N, avec des chercheurs donc, de l'École centrale et de l'Université de Nantes, impliqués dans le projet, et puis des industriels, Europe Technologies, qui est une entreprise qui propose notamment des capteurs, pas que, mais notamment des capteurs. En tout cas, c'est cette partie-là qui va nous intéresser. Et Mechachrome, qui produit des pièces métalliques pour l'aéronautique ou pour l'automobile, et Airbus, qui produit notamment des avions. L'objectif de ce projet de recherche, c'était de voir si l'instrumentation des machines-outils et la captation associée de données pouvaient réellement apporter une amélioration en termes de productivité ou qualité dans des vrais milieux industriels. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le résultat de 3 ans de travaux des thèses d'un de mes étudiants qui a soutenu très récemment, qui s'appelle Wang Jingqiang et qui a soutenu dans le cadre de ce projet. C'est-à-dire que son salaire, pendant 3 ans, il a été payé grâce aux fonds qui nous ont été versés par l'ANR. Donc une soutenance de thèse, c'est 45 minutes de présentation, pendant lequel l'étudiant il va présenter sa problématique, la méthode qu'il a choisie pour résoudre le problème et ses résultats. Et après, il y a des questions qui sont assez longues, souvent, et qui vont pousser l'étudiant à apporter des précisions, clarifier sa pensée pour vérifier que c'est bien son travail qu'il présente notamment et qu'il mérite bien d'avoir le grade de docteur à la fin. Donc pour Wang, ça s'est bien passé. Il a réussi à répondre à presque 2 heures de questions et on lui a attribué son grade de docteur lundi dernier. Alors, le titre de la thèse, c'est « Aide à la décision en usinage, basée sur des règles métiers et des apprentissages non supervisés ». Donc moi, je vais faire une synthèse.
La présentation va durer moins de 45 minutes parce qu'il y a des parties que je maîtrise moins que Wang, et puis il y a des parties qui vous intéressent moins. Le contexte tout d'abord. Le contexte de ce projet, c'est vraiment inscrit dans le quotidien des entreprises qui se tournent vers l'industrie 4.0. C'est finalement un constat de se dire que lorsqu'on était dans des phases industrielles moins matures, notamment au niveau de l'usinage, l'opérateur avait accès à la machine. Il avait accès aux informations et à l'état de la machine. Il n'y avait pas de carter, c'était vraiment nul au niveau de la sécurité, mais on voyait ce qui se passait. Et si jamais il y avait un problème, tout de suite, au pied de la machine, on pouvait changer le réglage de la machine, la vitesse de la broche, la vitesse de rotation, la vitesse d'avance, la quantité de lubrifiant. Tout ça, ça pouvait être fait en temps réel près de la machine parce qu'on voyait ce qui se passait. Lorsqu'on est passé à l'usinage avec la commande numérique, les machines ont grossi et elles ont été cartérisées à cause notamment des vitesses très importantes qui rendaient la proximité des machines très dangereuse. Donc la troisième image que vous voyez là, ce sont 3 machines-outils. Et comme vous voyez, on ne voit pas grand-chose. Ce sont des gros blocs donc de métal dans lesquels il va y avoir des pièces qui vont être usinées. Il y a des petits hublots qui permettent juste de vérifier qu'il se passe quelque chose sans avoir de détails vraiment suffisants pour prendre des décisions rapides si jamais il y a un problème. Donc on a des indicateurs de performance globaux, mais pas suffisants pour être performants. L'idée, en passant à l'industrie 4.0, c'est d'instrumenter mieux la machine pour être capable de conserver les vitesses élevées, les précisions qu'on a avec les commandes numériques actuelles, mais de retrouver également la proximité du process et la meilleure réactivité, parce que si on sait ce qui se passe, on peut mieux réagir. Donc l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de mieux comprendre ce qui se passe pour pouvoir mieux réagir. Alors, en termes d'existants, quand on a commencé le projet, on n'est pas parti de rien. L'idée de la recherche, c'est vraiment de commencer par identifier ce qu'on connaît déjà et de ne travailler que ce sur quoi on ne connaît pas encore suffisamment. Donc, on a fait dans ce projet de l'état de l'art sur tout ce qui était surveillance d'usinage, comment est-ce qu'on identifie ce qui se passe au niveau de la machine, même si on n'est pas au plus près de la machine. Comment est-ce qu'on peut, par ailleurs, dans le bloc rose, traiter de l'information qu'on a capturée. Et puis, dans le bloc vert, quelles sont les méthodes dont on dispose pour prendre de la décision lorsqu'on a des données pertinentes de disponibles. Ce qui manquait, c'était quelque chose qui fasse le lien entre ces 3 thèmes. Et c'est là-dessus vraiment que le travail de Wang s'est focalisé. Donc ça, c'est un problème académique. Et par ailleurs, il y a un problème industriel qui est que, concrètement, les industriels n'ont pas assez d'indicateurs de performance pour prendre des bonnes décisions. Donc notre objectif, il était double: trouver des réponses aux problèmes scientifiques et puis apporter des réponses et des solutions concrètes aux industriels. La direction qu'on a choisi de prendre assez rapidement dans le travail de thèse, c'est de se tourner vers l'apprentissage automatique non supervisé. Pourquoi non supervisé? Parce qu'on a très peu d'infos. On ne sait pas, au moment où on a l'information, les données qui remontent sur ce que fait la machine-outil à commande numérique, et peut-être même à grande vitesse, on ne sait pas ce qu'elle fait. On ne sait pas exactement à quelle vitesse... on peut savoir, grâce à d'outillage spécialisés, les informations sur les vitesses, les avances, mais on ne sait pas à quelle phase du programme on se trouve, on ne connaît pas la qualité du produit. Donc on n'a pas d'étiquetage sur les données qu'on va pouvoir capter, et c'est du coup des techniques spécifiques adaptées à ces données non étiquetées qu'il va falloir utiliser. Donc là encore, on a fait de la recherche bibliographique. Dans le projet, il n'y avait aucun informaticien. L'objectif, on est tous des ingénieurs. L'objectif, c'est vraiment d'utiliser des choses qui existent dans d'autres domaines et de les rendre utilisables dans les thématiques qui nous intéressent. Alors pour ça, le projet SmartEMA a été monté.
comment c'est articulé le SmartEMA? Alors, c'est une instrumentation des machines-outils grâce à un produit qui s'appelle EMA Tools et qui est fabriqué et commercialisé par Europe Technologies, qui va être connecté sur les machines-outils à commande numérique, qui va permettre d'acquérir des données tous les dixièmes de seconde et des données sur les températures, les puissances, les vibrations, et tout ça va être enregistré. Notre objectif, c'est à partir de ces informations qu'on va collecter sur différentes machines, d'arriver à généraliser et de créer de la connaissance qui va réellement servir à prendre des décisions. Pour info, on a 1 giga de données qui vont être collectées par machine-outil par jour. Donc on est vraiment dans un gros volume de données qu'il va falloir élaguer de manière judicieuse pour pouvoir travailler. Donc la première étape, c'est vraiment nettoyer les données, identifier les problèmes, mais aussi supprimer tout ce qui va être redondant ou inutile. En tout cas, pas les supprimer, mais ne pas les considérer quand on va faire nos travaux. Faire de la classification pour identifier des contextes d'usinage, des incidents, et proposer des indicateurs de performance concrets aux industriels pour qu'ils améliorent la manière dont ils travaillent pour réduire les incidents. Pourquoi on s'est focalisé sur les contextes? Parce que c'est important de réduire le périmètre lorsqu'on va après agir sur notamment les programmes de fabrication des pièces. On parle ici de pièces aéronautiques. Donc derrière, il y a des certifications qualité très très strictes, heureusement, sinon on aurait beaucoup plus de crash aériens. Et donc, à chaque fois qu'on va faire une modification sur un programme, il faut être capable d'identifier en quoi c'est pertinent. Et plus ces modifications sont limitées, plus facile sera la validation. Donc, il faut identifier vraiment très précisément où se passent les problèmes pour être capable d'apporter une solution très précise. Donc, les objectifs de la thèse, ils vont être liés aux problèmes industriels, connaître le contexte d'usinage à chaque instant lorsque la machine travaille, identifier les problèmes, si possible en temps réel, pour pas que ça dégrade encore plus l'état de la pièce et l'état de la machine, et puis proposer des outils d'aide à la décision, notamment des indicateurs de performance. En termes académiques, pour pouvoir répondre à ces problèmes concrets, il faut être capable de mettre en œuvre des démarches d'apprentissage automatique, en intégrant aussi les connaissances métiers, pour trouver d'où viennent ces causes et être capable de précisément pointer les leviers d'action. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de la classification contextuelle. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est vraiment d'utiliser les données qui nous sont remontées par l'EMA Tools pour identifier qu'est-ce qui se passe dans cette boîte noire qui est notre machine d'usinage à grande vitesse. Alors, pour ça, on va utiliser des outils d'intelligence artificielle, de big data, notamment, comme on a vu précédemment, non supervisés parce qu'on n'a pas forcément l'information sur les étiquetages. Dans une démarche scientifique, on ne connaît pas au début du projet les bons outils, les bonnes méthodes pour répondre aux problèmes, sinon il n'y aura pas de projet. Donc nous, on a identifié 2 grandes catégories d'outils qui pouvaient être intéressants, K-means et GMM. Et donc la première étape, c'était de comparer ces 2 méthodes pour voir laquelle était le plus adaptée. La deuxième étape, c'est une fois qu'on a trouvé le bon outil, on l'applique et on voit si on peut trouver ce qu'on cherchait, à savoir les contextes d'usinage. Alors tout d'abord, on a réfléchi à qu'est-ce que c'était qu'un contexte d'usinage. Ce qui nous semblait pertinent, c'était d'identifier l'état de la broche. Est-ce que notre broche, elle va tourner à vitesse constante ou en vitesse variante, les accélérations, décélérations. De la même manière, est-ce que notre machine, elle va être arrêtée ou est-ce qu'elle va être en vitesse variante ou en vitesse constante? Et est-ce qu'on va être dans la matière?
est-ce qu'on va réellement usiner, ou est-ce qu'on va être en dehors de la matière dans des déplacements. Et ça nous semble vraiment important pour identifier la performance de la machine et pour identifier précisément les endroits qui posent problème dans les programmes des machines. Pour ça, la proposition de Wang, c'était d'identifier des seuils sur les différents indicateurs qui nous sont remontés dans les C1 giga de données, les vitesses d'avance, les puissances, les vitesses de rotation, les vibrations, et à partir de ça, trouver des seuils pour identifier les différents critères. Par ailleurs, lorsqu'on sait qu'on est dans la matière, on va être plus précis et expliciter qu'est-ce qu'on fait comme type d'usinage. Est-ce qu'on est en plongée verticale? Est-ce qu'on est en 5 axes? Est-ce qu'on est en virage? Tout ça, ce sont des informations qui vont nous aider à mieux comprendre ce qui se passe et que pour l'instant, les entreprises n'ont pas. Dire qu'elles savent ce qu'elles rentrent dans la programmation. Bien sûr, les gammes sont décrites, les machines, elles ne font pas ce qu'elles veulent, elles suivent une séquence précise d'opérations, mais on n'arrive pas à mettre une temporalité sur ces différentes opérations et donc à détecter dans quelle phase des gammes les incidents surviennent, les problèmes surviennent. Et c'était vraiment ça l'objectif. Alors, un petit point sur les deux méthodes qu'on a choisi de comparer. Donc, il y a une méthode K-means, qui est la constitution de K-groupes, K-clusters. Chaque cluster regroupe des éléments qui sont semblables. Donc, on va maximiser la ressemblance entre individus d'un même cluster et on va maximiser la différence entre clusters. Le modèle gaussien, c'est un modèle statistique qui va partir des répartitions d'occurrence des différents phénomènes et qui va attribuer une probabilité. Là, on modélise le système là, avec deux courbes, deux gaussiennes. L'idée, c'est quoi? C'est que lorsque la courbe rouge est au-dessus de la courbe bleue, on a plus de chances d'être dans le phénomène rouge. Et lorsque c'est la courbe bleue qui est au-dessus, on a plus de chances d'être dans le phénomène bleu. Et donc, le seuil, c'est la croisée de ces deux gaussiennes. Donc, pour vérifier quelle méthode était la plus pertinente, on applique ces deux méthodes sur un même échantillon temporel. Donc là, c'est 4 heures de données qui ont été fournies à la machine, fournies à l'ordinateur, pardon, donc sur les vitesses d'avance. Et l'idée, c'est à partir de ces vitesses, est-ce qu'on peut détecter si la machine elle est arrêtée, si elle avance en vitesse constante ou en vitesse variante. Donc, on donne ces informations aux différents algorithmes en disant on a trois clusters. Alors, si on fait ça, on a des résultats qui sont très, très bizarres. Ça ne fonctionne pas bien du tout. Donc, on va ajouter à ces données brutes de la connaissance métier, qui peut sembler triviale, mais qui va vraiment aider les algorithmes à être plus performants, qui est de dire, si la machine est à l'arrêt, on sait que la vitesse est nulle. Et tous les points qui vont avoir une vitesse nulle, on va être capable de faire un traitement automatique qui va dire vitesse nulle, machine à l'arrêt. Et ça va nous donner notre premier cluster de manière automatique et précis. Donc, avec les vitesses qui nous restent, il va falloir créer deux clusters. Est-ce que la machine, elle avance à vitesse constante ou à vitesse variante? Alors, si on fait l'application de K-means, on voit qu'on obtient bien donc, les deux clusters, le rouge, le bleu. Le bleu, c'est quand ça varie à vitesse variante, donc il y a une accélération, une décélération, et le rouge quand la vitesse est constante. Et on trouve un seuil entre ces deux états de 500 mm par seconde carrée. Lorsqu'on qu'on fait ce découpage en deux classes avec GMM, on a un résultat très différent. Donc là, vous voyez que nos répartitions de vitesse, elles peuvent être modélisées avec deux gaussiennes. Une gaussienne verte qui est centrée sur le zéro, donc avec des différences delta V très faibles, où on va être en vitesse constante, et la courbe rouge qui modélise les vitesses variantes. Et avec cette méthode-là, on trouve un seuil beaucoup plus faible de 2,4
mm par seconde carré. Donc, comment est-ce qu'on fait pour vérifier laquelle de ces solutions est la meilleure? On va tester sur un vrai échantillon. Donc, l'échantillon de 4 heures, il a été labellisé point par point par un être humain. C'est un travail très fastidieux, mais qui est vraiment indispensable. Et on va comparer la labellisation de l'être humain, qu'on suppose être parfaite, à la prédiction de nos deux méthodes, K-means et GMM. Et on identifie que K-means, il se trompe beaucoup plus souvent que GMM. Ça, on peut le quantifier avec une matrice de confusion. On compare les classes qui sont données par le K-means avec les classes réelles, et on observe que la prédiction n'est bonne que dans 74% des cas, alors que dans GMM, avec notre seuil plus petit, on est bien plus pertinent et on se trompe très rarement. Donc on va partir du principe pour la suite des travaux que c'est GMM qui est approprié à nos données. On a essayé de comprendre pourquoi K-means n'était pas adapté, et ce qu'on pense, c'est que le fait que les répartitions soient pas homogènes, mais que dans une industrie, on va essayer de tout le temps être près de la cible. Donc, on va avoir beaucoup de points proches de la consigne et un peu de points seulement étalés. Donc, quand notre population de données initiales n'est pas bien répartie, K-means, c'est moins pertinent. Et donc, dans un milieu industriel, ça arrive souvent. Donc, on pense que GMM, c'est vraiment celui qui va être le plus pertinent par la suite, et c'est ça qu'on va utiliser. Comment ça marche le mélange gaussien? Je ne vais pas rentrer dans le détail. L'idée, c'est de se dire qu'on va modéliser notre fonction initiale, hein, donc là, toutes nos mesures x, comme étant la somme de plusieurs gaussiennes qu'on va venir pondérer. Bien sûr, plus on va rajouter de gaussiennes, plus notre modèle il va être proche de la réalité. Mais à un certain moment, si on modélise 100 points par 100 gaussiennes, ça n'a plus aucun sens de faire un modèle. Donc pour trouver le bon compromis entre nombre de gaussiennes et puis proximité du modèle à la réalité, il y a un critère qui existe, c'est le critère du BIC, qui permet de quantifier l'erreur qu'on fait en fonction du nombre de gaussiennes qu'on utilise pour modéliser. Et donc, en appliquant ça sur nos différents indicateurs, ça nous permet de prédire quel est le bon nombre de classes. Par ailleurs, nous, on est dans un contexte où les données, elles ont un sens métier. Et ce qu'on va faire avec ce BIC, c'est surtout vérifier si le nombre de classes qui est logique pour le métier fait sens au niveau mathématique. Donc typiquement, pour classifier si l'outil il usine ou s'il n'usine pas, au niveau du métier, c'était 3 clusters qui faisaient sens. Mon outil est arrêté, mon outil tourne à vitesse constante ou à vitesse variante. Du coup, on a 3 clusters. Et avec le BIC, on vérifie que ça fait sens, qu'en modélisant avec ces trois états, on a un modèle qui va être très proche de la réalité. Donc ça permet de vérifier que ce qu'on veut faire en intégrant la connaissance du métier, ça fait sens mathématiquement. Donc en appliquant ça, on peut trouver nos différents seuils. On peut les appliquer à la puissance, à la vitesse de rotation, à la vitesse d'avance, et identifier des seuils pour lesquels on va pouvoir automatiquement déterminer donc, ce contexte d'usinage. Là, c'est appliqué sur deux autres indicateurs. Donc, et toujours la démarche on va tout comparer à quelque chose qu'on a labellisé à la main. Donc, pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblaient les représentations qu'on pouvait avoir, voilà le type de graphe qu'on gérait au quotidien dans ce projet. Donc un graphe très très dense. Vous avez le trait noir qui représente la puissance. Sur ce trait noir, on indique avec des ronds, des croix, les labels d'état. Est-ce que notre outil coupe? Est-ce qu'il y a un engagement constant, un engagement variant? Est-ce qu'il est arrêté? Est-ce qu'on est sur une phase de démarrage avec des conditions spécifiques? On a par ailleurs la vitesse de rotation en bleu foncé, la vitesse d'avance. Voilà. Donc beaucoup d'informations sur un même graphe, mais qui va nous permettre,
enfin qui va permettre à l'expert de vérifier que à tel moment, on était bien en train de faire telle opération. Et à partir de ça, on arrive à identifier si on est précis ou pas. Et là, vous voyez qu'avec nos seuils détectés par intelligence artificielle, on arrive à bien expliquer ce qui se passe. On a moins de 20% d'erreurs, ce qui est vraiment très bon. Donc on a fait ça sur plusieurs machines-outils pour vérifier qu'on n'était pas dans un cas spécifique. Et on arrive à retrouver des bonnes précisions sur les différentes machines-outils et sur les différents matériaux, puisqu'on a fait des tests sur l'alu et sur le titane et que c'est toujours aussi pertinent. Donc, pareil sur l'engagement de l'outil. Donc c'est toujours les mêmes démarches. On modélise, on trouve des seuils et après on vérifie si ce qu'on prédit, c'est proche ou pas de la réalité. Et vous voyez que là, sur des description fine, savoir qu'est-ce qu'on fait réellement, est-ce qu'on est en entrée matière, est-ce qu'on est en sortie matière, est-ce qu'on usine en virage, est-ce qu'on est à engagement constant. Et là, on a une précision qui est aussi très bonne. Donc ce sont des informations suffisamment précises pour pouvoir prendre des décisions derrière. On a aussi vérifié que notre choix initial d'apprentissage n'avait pas d'impact sur la performance. Donc on a pris au hasard différents jours de vie de fabrication de notre outil. On a calculé des seuils sur ces différents échantillons. Et même si les seuils trouvés sont un peu différents, donc là vous voyez que le seuil trouvé, c'est le seuil sur ARMS, c'est la ligne bleue, donc vous voyez que ça change un peu quand même ce qu'on trouve. Néanmoins, la précision, qui est représentée en verte avec la deuxième ordonnée, elle est quand même toujours supérieure à 90%. Donc, même si on choisit notre échantillon d'apprentissage au hasard, on aura des résultats qui nous permettront d'être bons. C'est-à-dire que le fonctionnement de notre machine, il est assez stable dans le temps pour qu'il n'y ait pas d'impact des choix initiaux sur la pertinence de la méthode. Ça aussi, c'est important parce que imaginons qu'on choisisse la mauvaise journée pour faire apprendre nos seuils à notre outil, toutes les décisions derrière seront fausses. Et là, on prouve que ce risque-là est limité. Donc, un petit résumé de cette partie-là. Donc, grâce aux techniques développées par Wang, on est capable d'identifier les contextes d'usinage en intégrant les données et les règles métiers. Ce qui permet de classifier les contextes, de savoir ce que fait la machine à quel et tel moment. Grâce à ça, on va être capable, plus précisément, de trouver où se passent les problèmes. Donc les problèmes, je vais d'abord parler des problèmes et je reviendrai. Alors les problèmes, ça va être spécifique. Deux grands types de problèmes, le broutement et les bris. Alors, le broutement, c'est quoi? C'est lorsque l'outil va se mettre à vibrer de manière non prévue, ce qui va amener ici, vous voyez sur la pièce qui est prise en photo, une qualité de surface qui n'est pas satisfaisante. Donc souvent, ces pièces-là, une fois qu'elles sortent de la machine, on va être obligé de venir les reprendre, souvent à la main, pour venir faire des petites reprises en ponçant doucement pour que les surfaces soient plus acceptables. Mais en dehors de l'aspect esthétique et de l'aspect coût pour les reprises, il y a potentiellement aussi des dommages structurels qui cherchent à être supprimés. Un autre type d'incident, c'est le bris, lorsque notre outil d'usinage va casser. Donc soit une grosse casse, bon, ça généralement c'est tout de suite détecté, ça fait beaucoup de bruit, la machine ne fait plus rien, tous les capteurs s'allument et on va changer l'outil. Mais les petits bris, c'est juste, il y a un petit coin de la dent qui va s'ébrécher, l'outil va continuer à travailler, mais il va être moins efficace, il va plus consommer et potentiellement la qualité de l'usinage va être moindre. Et ces incidents-là, qui sont des petits incidents, ils sont très difficiles à détecter. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. Donc on a toujours le même souci. On a 1 giga de données par jour. Parmi ces données, il y en a qui sont bonnes, il y en a qu'il faut enlever. Et donc la première étape, c'est vraiment nettoyer. Qu'est-ce qu'il faut surtout identifier? C'est les problèmes liés sur l'outil de mesure. Donc typiquement sur le
graphique du haut, on représente les vibrations sur les vibrations. Donc vous voyez qu'on a la vitesse de rotation qui est constante. On a 4 capteurs de vibration en X, devant, Y devant, et puis arrière, XY. Et puis on a en noir la puissance. Et vous voyez que sur notre courbe bleu cyan, eh bien, on n'a jamais de données. C'est pas que de ce côté-là, il ne se passait rien, c'est juste qu'à ce moment-là, le capteur était endommagé, il ne captait rien. Et donc, il faut être capable d'identifier que ça, ce n'est pas la vraie donnée qui est remontée de la machine, c'est juste une erreur dans la captation de ce qui se passe sur la machine. Donc, identifier ça pour enlever ces problèmes-là. On a aussi des problèmes qui sont liés à des captations qui viennent d'autres événements. Donc ici, par exemple, on a une vibration très étrange qui, après investigation, provient d'un problème ponctuel de lubrification. Donc ce n'est pas du tout lié à ce que la machine était en train de faire, c'est juste qu'il y a un tuyau qui a déversé au mauvais endroit. Donc il faut identifier tout ça pour ne traiter que les données qui sont vraiment pertinentes. Donc, je vais passer vite fait là-dessus. Au niveau du broutement, il y a eu du travail de fait sur les fréquences de rotation et l'amélioration d'indicateurs de performance déjà existants. Comme j'ai dit, on ne part pas de rien. Donc là, Gautreau 2017, c'est un précédent thésard qui avait réussi à faire déjà des bonnes créations d'indicateurs. Et nous, on améliore son indicateur pour mieux identifier les endroits où les outils broutent sur les productions des pièces. Donc des critères qui sont améliorés toujours en identifiant les signaux, en les modélisant et en détectant des seuils. Alors, je vais passer vite fait sur comment on fait. Ce que je trouve intéressant, c'est de vous montrer à quoi ça sert. Donc avec l'indicateur qu'on avait donc de Gautreau 2017, on était capable de détecter 4 bris, 4 incidents. Donc des petits bris qui n'ont pas été identifiés au pied de la machine. Grâce à notre nouveau indicateur, on en identifie 4 autres, ce qui va permettre de se focaliser sur ces incidents-là pour essayer de les éviter dans le futur. Donc l'idée, quand on parle d'incidents, il est double. Il est les détecter rapidement pour éviter que leurs conséquences ne soient trop graves, et aussi, une fois qu'on les a détectés, insérer la nouvelle connaissance pour éviter d'en reproduire. Donc, si on sait pourquoi ça casse, pourquoi à cet endroit-là ça broute, on va modifier les programmes pour que les prochaines pièces ne soient pas soumises à ces mêmes conditions. Donc ça, c'est beaucoup de maths, beaucoup d'équations qui ne sont pas forcément faciles à utiliser au pied des machines. Donc l'idée, c'était, en plus de cette étude très académique, de proposer des outils industriels pour faire de la gestion au quotidien. Donc pour ça, on a interviewé les industriels, on a compris, enfin en tout cas on a essayé de comprendre quels étaient leurs besoins, et on leur a proposé des indicateurs de performance. Donc voici les différents services qu'on a interviewés, la planification, la qualité, les services de prod, de méthode, ceux qui font les programmes et la maintenance. Et chacun ont des objectifs différents et il leur faut des outils de mesure différents. Donc par exemple, ce qu'on propose pour la planification, c'est une nouvelle représentation du taux de rendement synthétique. Dans le taux de rendement synthétique classique, on a la machine marche ou ne marche pas. Nous, ce qu'on propose de dire, c'est que oui, dans 40%, la machine, elle est arrêtée. Mais dans le reste du temps, il y a quand même 24% du temps dans lesquels la machine, elle fonctionne, elle avance, elle tourne, mais elle n'est pas dans la matière. Est-ce que c'est normal ou pas? On ne peut pas se poser la question si on ne connaît pas cette situation. Donc c'est important d'avoir cette distinction-là. Par ailleurs, on propose aussi un meilleur niveau de détail pour expliquer ce qui se passe quand la machine usine vraiment des pièces. Et on voit ici, sur cet exemple, que même s'il y a 6% des cas du temps où on est vraiment en 5 axes.
se pose après la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter des grosses machines 5-axes qui sont beaucoup plus chères que les autres types de machines, si c'est pour seulement les utiliser 6% du temps. Donc c'est des indicateurs qu'il va falloir étudier en détail pour voir comment mieux gérer l'utilisation des machines, à la fois en termes de répartition des pièces sur les machines et aussi de répartition de la production dans le temps. On peut aussi identifier les impacts des opérateurs. Un indicateur qu'on a proposé, c'est de chercher le temps pendant lequel les conditions de la machine ne sont pas celles qui sont prescrites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par moment, l'opérateur au pied de la machine, il décide de changer la vitesse d'avance, de changer la vitesse de coupe, parce qu'il y a un problème qu'il a identifié sur la pièce ou parce qu'il va prendre sa pause café. Alors, bien sûr, il a le droit d'aller prendre sa pause café, ce n'est pas la question, mais si c'est à cause de ça qu'il y a eu un problème, bah, c'est important de comprendre d'où vient le problème. Donc, on a identifié ça. Et là, par exemple, on voit que sur notre avance, là, la courbe orange en pointillé, on était bien à 100% de ce qui était demandé, donc on suivait la consigne, et à un moment, hop, ça passe à 0, et hop, ça remonte. Alors, c'est pas long, hein, ça doit durer 5 minutes. C'est peut-être le moment où l'opérateur il a tout mis à 0 parce qu'il a été faire autre chose. Et ça n'a sûrement eu aucun impact sur la pièce, mais ça va peut-être avoir un impact sur la consommation, ce genre de choses. Donc, c'est important de comprendre d'où viennent les soucis. Est-ce que ça vient des programmes ou de l'usage qui sont faits des programmes? Parce que l'action ne sera pas au même niveau. On peut identifier où est-ce qu'il y a de la casse. Donc là, on voit que c'est surtout du broutement qui survient et sur l'outil 31. Et puis, alors vous voyez le genre de graphe qu'on présente. Donc vous voyez surtout que c'est très difficile à comprendre. Donc ce gros graphe, on ne va pas l'envoyer au service qualité. Ce qu'on va envoyer au service qualité, c'est le tableau du dessus où on va lui dire, attention, sur votre outil 31, il y a souvent du broutement. Donc c'est sûrement qu'il n'est pas utilisé comme il faut. Regardez dans le détail uniquement cet outil-là, et pas les 62 outils, et vous regardez si vous ne pouvez pas améliorer la manière dont on l'utilise. Être très spécifique pour pouvoir avoir des impacts. Pareil sur la qualité des pièces. Si on arrive à identifier les pièces sur lesquelles il y a eu du broutement plus longtemps, il y a eu des potentiomètres qui ont été changés, ben on pourra flécher ces pièces-là pour le service qualité. Si on est capable de dire cette pièce-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez la faire partir direct, bah, c'est un gros gain pour le client. Parce que le coût de la qualité, des coûts du traitement qualité, il est supporté par le client notamment. Si on est capable de dire attention, cette pièce-là, on n'est pas sûr, vérifier à tel endroit de la pièce, parce que c'est à tel et tel endroit qu'il y a eu du broutement. Alors c'est pareil, le traitement qualité ira plus vite. Donc ça, c'est très intéressant et c'est facilement instrumentable. C'est-à-dire que vous allez automatiquement avoir un SMS qui est envoyé sur le téléphone du responsable qualité pour lui dire la pièce 26, regarde à cet endroit-là, si c'est bon, mais ça va te permettre de focaliser ton traitement. Pareil sur le titane. Voilà. On peut aussi identifier l'usure de l'outil. Donc là, en vert, on a le numéro, l'instance de l'outil. Donc à chaque fois qu'on a un changement d'ordonnée, ça veut dire qu'on a changé l'outil. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que l'outil s'use, on voit que pour faire la même tâche, il faut de plus de puissance. Et l'idée, c'est quoi? C'est si on suit cet indicateur, être capable d'identifier le moment où il faut changer l'outil, parce que l'outil est usé, avant qu'il casse. Parce que quand ça casse, c'est plus long à changer et puis ça risque d'endommager la machine potentiellement. On est sur des équipements qui sont très très chers et que s'ils cassent, c'est un vrai problème. Donc suivre des indicateurs comme ça pour dire attention, là il y a un risque, on change avant que ça casse. Bon là pareil, identifier plus finement où est-ce qu'il y a des problèmes pour focaliser le travail sur les points qui posent problème. On ne peut pas dire à un service méthode on a des problèmes sur les pièces, améliorez vos programmes. Ils ne savent pas où est-ce qu'il faut chercher, quel outil, quelle pièce. Voilà, quand on ne sait pas par quel bout prendre le problème, c'est compliqué. Donc là, l'idée, c'est vraiment de leur dire, bon voilà, sur le camembert, on vous représente quels sont les
les outils qui posent problème. Là, vous voyez que c'est l'outil 50 qui pose problème. C'est lui qui cause 40% des broutements. Et dans le détail, cet outil 50, il pose problème quand il fait de l'usinage en 2 axes et demi. Voilà. Et avec ces précisions-là, on donne une espèce de loupe au bureau des méthodes pour identifier où est le problème et le résoudre plus facilement. De la même manière, on est capable de leur dire quel programme est plus ou moins performant. Là, on représente le taux d'enlèvement matière. Et on voit qu'il y a des outils qui enlèvent beaucoup plus. Sur le même outil, il y a des programmes qui permettent d'enlever beaucoup plus de matière que d'autres. L'idée, c'est de réussir à optimiser tout ça pour que toutes les utilisations du même outil soient aussi performantes. Alors, je disais, on n'était pas parti de rien. Nos méthodes, elles permettent d'apporter de la précision, mais elles permettent aussi d'améliorer l'information qu'on fournissait par ailleurs. Donc, vous voyez, le Gautreau 2017, il avait déjà proposé un TRS, mais il se trompait dans 22% des cas. Et nous, on arrive à améliorer ce taux d'erreur. Donc, les informations qu'on va transmettre aux industriels, elles vont être beaucoup plus fiables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on donnait ce premier camembert aux industriels, ils avaient l'impression que dans 60% des cas, leur machine, elle était vraiment dans la matière et qu'elle était en train d'usiner. Avec notre nouvel indicateur, on leur dit non, c'est pas tout à fait ça. Votre machine, elle est dans la matière que 40% des cas. Donc, avant de penser à en acheter une nouvelle, il faudrait peut-être mieux réduire cette partie rose en améliorant vos programmes et utiliser déjà mieux les machines dont vous disposez. Derrière, ça peut avoir des grosses implications en termes d'investissement dans l'usine. Donc, en résumé, on a des outils opérationnels pour l'industrie qui vont permettre d'être meilleur au pied de la machine, mais aussi d'être meilleur dans les différents services supports pour mieux répondre aux attentes des différents métiers. Alors, on a bien réussi à répondre aux problématiques identifiées au début, et nos résultats ont été testés sur des vrais jeux de données. Donc, pour le contexte d'usinage, on a travaillé sur 4 machines différentes, en alu et en titane. Pour les incidents, on n'a travaillé que sur une seule machine, mais on avait 1 an de données avec plusieurs bris et de nombreux broutements. Donc, on a vraiment réussi à identifier des choses. Et pour les KPI, on a interviewé des personnes dans 2 entreprises différentes, dans de nombreux services. Et pareil, avec des validations après sur des différentes machines en alu et en titane. Il reste plein de choses à faire en améliorant l'usage qu'on fait de la machine, des données de machines avec de l'intelligence artificielle, de la meilleure automatisation, notamment entre les simulations d'usinage qui sont utilisées pour tout ce qui va être bureau des méthodes, notamment NC Simul, et nos identifications des contextes. Et puis, on peut toujours s'améliorer dans la finalité des KPI avec de futurs échanges avec les utilisateurs. Et puis, ce qu'on a appris là sur l'usinage à grande vitesse, on espère pouvoir le réutiliser sur d'autres métiers. Donc, bien sûr, il faudra réintégrer des nouvelles règles métiers, il faudra trouver des nouveaux contextes, mais la démarche, on aura déjà prouvé qu'elle est pertinente. Il ne restera plus qu'à la paramétrer. Si vous voulez en savoir plus, voilà les communications qui sont sorties. Donc l'idée de ces communications, c'est quoi? C'est de transmettre l'information, la connaissance qu'on a créée, à d'autres chercheurs pour qu'ils ne repartent pas du même point que nous, mais qu'ils repartent de plus loin, pour que ça soit réutilisé. Les entreprises qui ont des services de R&D font de la veille scientifique. C'est-à-dire que dans les gros groupes, on a des gens qui vont sur ces journaux, donc le journal IGCIM, là, et qui vont lire ces articles-là pour voir s'il y a des choses qui sont sorties au niveau académique qui peuvent être intégrées dans les usines. C'est à ça que sert la recherche publique, à diffuser la connaissance. C'est pour ça que les grands groupes ils essayent d'en tirer profit.
Voilà, donc j'espère que ça vous a un peu plus éclairé sur comment on peut utiliser le big data pour agir au niveau des usines. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Wang directement. Vous voyez son adresse en bas des transparents. Il est en postdoc chez nous actuellement et il sera là jusqu'en juin.